Bonjour à toutes et à tous pour ce numéro spécial du Bison Podcasté consacré à Derichebourg Technologies. La filiale de Derichebourg Multiservice a accueilli près d'une centaine de personnes pour assister à une table ronde sur l'avenir de la sécurité et les enjeux de la surveillance par système électronique. Cet échange est présenté par Nicolas Rossignol, avec la participation de Patrick Haas, fondateur de En Toute Sécurité, Dominique Legrand, président de AN2V, et Thibaut Dumanoir, avocat à la Cour de Paris, spécialiste en intelligence économique et en droit de la sécurité privée. Bonjour, vous allez surtout nous éclairer les uns et les autres sur toutes ces questions. Patrick Haas, alors il n'y a qu'un micro, on va se le partager. Tout a été désaffecté, il n'y a pas de souci, et vous l'êtes aussi, je crois. Patrick, c'est quoi En Toute Sécurité? Je sais que vous êtes le spécialiste, on vous appelle même la Bible. Oui, alors moi je suis journaliste économique depuis 40 ans à peu Quelle près. horreur. Oui, j'étais dans des journaux grand public, de la presse grand public, et puis j'ai eu l'idée de créer mon propre journal sur un marché que je connaissais pas du tout à l'époque, c'était en 1989, et donc j'ai créé En Toute Sécurité, qui est un journal tous les 15 jours qui publie de l'information stratégique sur le marché de la sécurité privée. Et ensuite, j'ai créé l'Atlas, celui-là, que vous m'avez demandé de montrer. Exactement. Voilà, qui publie des analyses économiques tous les ans sur 1600 sociétés de sécurité privée. Et donc, ce n'est pas un sondage, c'est vraiment sur des statistiques quantitatives, ce qui nous permet d'avoir une vue synthétique globale sur les différents créneaux du marché de la sécurité Avec privée. une connaissance vraiment poussée de tout cela, je vous ai demandé aussi de venir nous nourrir de certains chiffres, pour ne pas dire de bêtises, bien sûr. Voilà. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. À vos côtés, Dominique Legrand. Dominique, c'est quoi la N2V? Alors, la N2V, c'est. Chacun son livre. Chacun son bouquin. Donc, la N2V, c'est l'Association nationale de la vidéoprotection. C'est un guide de 400 pages sur 160 entreprises dans l'offre. La N2V existe depuis 2004. Donc, on a le recul suffisant pour travailler en meute, comme j'aime bien rappeler. La N2V, c'est un think tank. C'est un lieu où on réfléchit finalement sur le devenir de toutes nos technologies. Donc, 160 sociétés dans l'offre, un bon millier d'utilisateurs finaux, publics comme privés. Et en troisième lieu, le pilier, les administrations, ministère de l'Intérieur, forces de sécurité intérieure, etc. Et on aime bien, donc, au travers de ces trois piliers, offre, demande et État, réfléchir sur tout ce qui coince, sachant que nous travaillons sur 6 blocs en standard et on va jongler avec ces 6 blocs sur cette matinée. Donc, la stratégie, le pourquoi on fait tout ça. Oui. L'orga, parce qu'à un moment donné, il y a des femmes et des hommes qui y travaillent. La techno, parce que s'il n'y a pas de techno, ça ne marche pas. Puis le juridique, la finance et l'éthique. On va avoir l'occasion de vous poser plein de questions. Maître Dumanoir, c'est quoi un avocat à la Cour de Paris spécialiste en intelligence économique et en droit de la sécurité privée? Alors, je précise que c'est intelligence économique et pas économie d'intelligence. Et en fait, dans l'intelligence économique, il y a 3 parties. Il y a une première partie qui était la protection de l'information, qu'on retrouve maintenant à travers toute la cyberprotection. Et le second volet, c'était la recherche d'informations. Et le troisième volet, c'est ce qu'on appellerait maintenant la manipulation de l'information. Et à partir de la première partie qui était la protection de l'information, je me suis intéressé, puis après avoir suivi un institut que certains connaissent, qui était l'INSJ à l'époque, à tout ce qui était protection de l'entreprise. C'est comme ça que je me suis tourné vers la sécurité privée, avec les 2 aspects, ou la sécurité publique, les aspects sécurité humaine qui sont très particuliers, avec l'organisme de tutelle que vous connaissez, qui est le CNAPS, et puis tout ce qui était sécurité technique. On va voir ensemble les enjeux de cette surveillance par des systèmes électroniques. Patrick, je vous ai demandé de nous préparer peut-être en quelques mots, en quelques chiffres, des informations. Qu'est-ce que l'on doit savoir les uns et les autres de la sécurité? Alors déjà, c'est la sécurité privée. Oui, Moi, bien sûr. je ne m'occupe pas de tout ce qui est force de l'ordre, etc. Oui. Donc, la sécurité privée, nous, c'est un concept qu'on estime large, c'est-à-dire que ça agglomère des activités qui sont assez hétéroclites, hétérogènes, c'est-à-dire le gardiennage, la sécurité électronique, la cybersécurité, les drones, la serrurerie, la sécurité incendie. Donc, tout ça, ça fait 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Oui. Donc, c'est un secteur
qui se porte plus ou moins bien parce qu'il y a des influences sur ce marché qui sont des influences extérieures, comme par exemple la conjoncture économique, le BTP aussi. Si on construit des data centers ou des centres logistiques, bah, il faut les surveiller. Bien sûr. Mais en revanche, s'il y a une crise économique, bah, on ferme des usines, donc on ne les surveille plus. Voilà. C'est aussi un secteur qui dépend des menaces, c'est-à-dire que quand il y a des attentats en 2015, 2016, par exemple, en France, ou même en 2001 aux États-Unis, Oui. bah, dès le lendemain, en France, il y a eu un boom, si je puis dire, sans jeu de mots, sur les prestations de gardiennage en France. Donc, c'est très influencé par des décisions qui sont en dehors de la profession, comme Bien par sûr. exemple les décisions gouvernementales. Augmenter le SMIC, ça a un impact fort sur la profession aussi. Voilà. D'accord. Et décider de l'externalisation ou pas de missions qui sont confiées à la police, par exemple, comme l'a été le transport de fonds, qui était avant fait par la police, ou la sûreté aéroportuaire. Maintenant, tout le monde prend l'avion et ne s'étonne pas qu'il y ait des agents de sécurité privés qui font ça. Avant, c'était les forces de l'ordre. Voilà, donc il y a beaucoup d'influence et cette profession donc, dépend de facteurs un peu extérieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire des tendances justement dans ce contexte où on voit bien évidemment que de tous les côtés, les choses sont en train de changer. Ça donne quelle tendance pour la sécurité privée à l'avenir? Alors, il faut dire qu'en général, la sécurité privée se porte mieux que l'économie en général, parce que donc il y a des contraintes aussi. Les pouvoirs publics ne peuvent pas se permettre d'être accusés de ne pas prendre toutes les mesures de précaution, etc. Et les entreprises non plus, Bien d'ailleurs. sûr. Hein, et donc, il faut protéger les biens et les personnes. Donc, en général, la profession se porte mieux, a une croissance plus importante que l'économie. Hein, c'est une règle. Et par exemple, pendant le Covid, en 2020, la profession a eu une baisse de 2,9%, alors que l'économie, c'était 7%, moins 7% de mémoire. Hein, par exemple. D'accord. Donc, en général, c'est une croissance de 5-6%. Avec des disparités fortes, et je voudrais insister là-dessus, entre les différents secteurs. La surveillance humaine, par exemple, c'est une croissance qui va entre 1-2% et quelquefois, souvent, -2, -3% par an. Tandis que la sécurité électronique, c'est une croissance qui est de 5-6% par an, en gros. Pas d'angélisme évidemment puisqu'on parle d'économie. Est-ce que c'est un secteur rentable en France? Alors, ça dépend qui. Ah, ouais, Ça dépend quel secteur, déjà. ouais, Il y a des secteurs qui sont en général plus rentables que d'autres. Alors, par exemple, le gardiennage, non. Ce n'est pas un secteur très rentable. bien sûr. Nous, on a des statistiques là-dessus. Excusez-moi, j'ai plein de Mais chiffres. c'est ce qu'on vous a demandé. Abreuvez-vous. Donc, en 2022, il y avait, selon donc les statistiques récoltées dans l'Atlas, 66% des entreprises de sécurité qui étaient rentables. Oui, Alors, c'est pas mal, mais par exemple, en 2016, c'était 75% des entreprises d'accord. qui étaient rentables. Et puis, il y a eu des baisses, par exemple, en 2008, au moment de la crise économique, où ça a été euh, moins de 60%. Mais donc, ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus rentables, c'est la sécurité électronique. Le nombre d'entreprises rentables est plutôt de l'ordre de 80-85% des sociétés qui sont rentables, alors que dans le gardiennage, c'est de mémoire, c'est moins de 60%. D'accord. Et ça a été à un plus bas de 35%. Donc, un tiers seulement des sociétés rentables dans le gardiennage, c'est pas viable Bien sûr. sur le long terme. Mais ça, c'est le nombre d'entreprises rentables. Mais le pourcentage de marge n'est pas le même non plus. Dans le gardiennage, c'est à peu près 1% de résultat net, hein, j'entends. Et donc, quand on est dans cette activité-là et qu'on ne fait que ça, hein, bien Oui, oui. sûr, pas quand on est diversifié dans d'autres domaines, mais quand on fait que du gardiennage, ben 1% de marge nette, c'est quand même pas beaucoup. Et il suffit qu'il y ait un accident, justement, économique, Bien sûr. la conjoncture se casse la figure, tout ça, c'est pas très pérenne. En revanche, dans la sécurité électronique, c'est 2 à 3 fois plus, c'est 3%, 2-3%. Merci.
Ça nous permet, on va revenir sur ces choses-là, mais avec Dominique Legrand, d'aller un peu plus loin, puisque vous nous parlez de technologie. Dominique, un mot sur les grandes évolutions des technologies, justement, de sûreté. Là aussi, ça évolue et de plus en plus. Concernant les technologies, je dirais qu'il y a deux fils conducteurs que l'on suit depuis ces derniers temps et qui vont nous occuper les 10 prochaines années. Le premier terme a été introduit par le rapport Toureau-Fauvergue, c'est le continuum de sécurité. Oui. C'est-à-dire que pour les citoyens que nous sommes, finalement, la sécurité des biens ou des personnes, je suis venu en métro de la ligne 8, j'ai traversé des zones, il y a une caméra, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle est là, cette caméra? Voilà. Donc, continuum de sécurité qui sous-entend l'abolition des frontières dedans, dehors. Je suis dans une entreprise sensible, je suis dans un espace public. On souhaite vivre en tranquillité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui nous anime à la N2V depuis au moins 10 ans, et à nouveau, il y a encore 10 ans de boulot devant nous, c'est le temps réel. Oui. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus de dire « Ah, il y a une caméra, mais vous inquiétez de rien, c'est enregistré ». On s'en moque. Le gars, il a un fichier à rallonge de 72 interpellations. Et donc, si on était cambriolé, c'est mort. Et puis, si on est tabassé, personne n'est intervenu. Et donc, juste avec ces deux éléments-là, il faut être partout en sécurité, continuum de sécurité, et tout faire pour être en temps réel. Et donc là, forcément, j'ouvre une boîte de Pandore, la zone gendarmerie, la zone police, Oui. le bâtiment, la centrale nucléaire, etc. Tout va être concerné par cette technologie. Alors, la bonne nouvelle du jour, donc moi, je me suis trompé de formation. Je suis dans l'électronique. Oui. Et au début de la N2V, on se posait la question quel type de caméra, 4K, compression, IP, IPv6, machin. On n'en parle plus. On ne parle plus en 2023 que de juridique, que d'organisation, d'éthique et de stratégie. C'est-à-dire les 4 autres blocs qui ne sont pas finalement la techno. J'ai envie de dire, et c'est la bonne nouvelle, tout est disponible. Et vous le savez, dans la salle, il y a des fournisseurs de dispositifs. Si vous voulez un logiciel qui, dès que j'arrive là-bas, je claque du doigt, ça renvoie une image et un SMS, on va vous dire, bah ouais. Tout est faisable maintenant. La véritable difficulté, c'est est-ce que ce que je viens de dire là a du sens? C'est oulala, je vais recevoir trop de SMS. C'est la fonctionnalité, le pourquoi, le comment. Donc, dans le continuum de sécurité, tout reste à revoir finalement. Et en matière d'intelligence artificielle, puisque ça va être le grand débat de 2023 et suite, et là, je vais pouvoir passer la parole à Thibault. Il y a aussi un avant et un après ChatGPT, où de ce coup, on a pris conscience que ah ouais, ça c'est tombé en marche, comme j'aime bien dire aussi. Donc maintenant que ça marche, et je crois même qu'il y avait 22 dans la salle, mais oui, c'est coucou, salut, je t'avais pas vu. Voilà, il lève des fonds, enfin, c'est en train de bouger. On a des connaissances, des pertinences nationales, souveraines, sous-entendues, donc cyberprotégées quelque part. La CNIL revient au centre des discussions. On est en train d'évoluer très très vite sur tous ces sujets et on va pouvoir enfin, en continuum, en continuité de sécurité et de tranquillité, travailler avec des IA qui vont nous permettre de travailler en temps réel en disant là je crois qu'il y a une anormalité, par là, par là, par là. Et donc derrière, pour action, ça va revoir en profondeur notre chaîne de décision, des acteurs, etc. Il y a un taf, monsieur de Richebourg, pas possible sur les 10 prochaines années. Et tant mieux. Juste un dernier mot, Dominique, là-dessus. Il y a un vrai sujet, vous l'avez rapidement évoqué, de cyberprotection de nos systèmes de sécurité. Les États-Unis ont interdit, par exemple, du matos chinois, je crois, sur leur territoire. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Comment on protège nos propres systèmes? C'est la tendance. Il va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Si effectivement tous ces dispositifs sont espionnés, hackés, malmenés au sens large, hein, et on voit aussi les affaires qui montent, hein, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, mise à l'arrêt, etc. Donc, continuum de sécurité, la grande tendance, c'est l'interconnexion généralisée. Vos métiers, on parlait de télésurveillance. Moi, j'aime bien introduire peut-être un mot de télévidéosurveillance. C'est-à-dire que, et puis peut-être de télévidéoprotection, parce qu'on veut protéger les citoyens ou les salariés d'une entreprise et pas les surveiller. Oui. Et la distinction surveillance, c'est dedans, protection, c'est dehors, ça nous saoule.
on a encore 10 ans d'évolution sur tous ces sujets. Donc, tout interconnecté, c'est bien. Mais attention, si à un moment donné, je secoue par une faiblesse un dispositif et que ça met tout par terre, Bien sûr. genre les JO sont éteints pendant 2 heures, on va entendre parler Waouh. du pays. Oui. Donc, il va falloir augmenter la vigilance sur tous ces sujets. Il faut savoir que l'État met en place des budgets aussi sur tous ces principes. Le campus cyber en est la preuve. C'est ça. Ouais. On parle en milliards, hein, on ne parle pas en millions Oui. d'euros. Donc la prise en compte a été faite. Et donc, il va sans dire aussi, et c'est mieux en le disant, acheter français ou un minima européen, mais recentrons-nous sur une traçabilité logicielle ou si c'est fait à Nice, à Grenoble ou à Paris, c'est mieux que si c'est fait aux États-Unis Bien sûr. ou en Russie, parce que c'était encore correct il y a 4-5 ans, en disant oui, mais c'est pas un produit chinois, c'est un produit russe. Oui. Et je sais pas pourquoi, depuis un an, ça devient un argument qui est plus faible. Et surtout, ne soyons pas naïfs. Maître, Donc voilà. est-ce que c'est un... Merci Dominique déjà pour ça. Est-ce que c'est un secteur qui est trop ou pas assez réglementé? Alors là, résultat, la réponse du Normand que je suis, donc un take back oui, take back non. Et alors, si on prend les textes purs, le secteur, alors c'est en train d'évoluer, mais est relativement peu réglementé. Et puis, vous avez l'intervention régulière de la CNIL, dont Dominique a parlé. Et je me souviens, j'étais à une table ronde organisée par la N2V, il y avait la CNIL qui intervenait aussi, et qui a dit, et je reprends les mots du représentant de la CNIL, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Ah oui. Ah, c'est quand même extrêmement violent comme propos, et c'est contraire un peu aux principes, à mon avis, généraux du droit. Alors, on a quand même cet état dans l'État et qu'il faut plus ou moins réguler. Et c'est ce qui explique que l'apparition d'un certain nombre de textes. Bon, il y a la loi JO que tout le monde connaît, enfin, je peux détailler si vous voulez un petit peu, et le fait qu'on va avoir beaucoup de réglementations pour contrer un petit peu, à mon avis, le pouvoir de la CNIL. Les professionnels peuvent parfois vous dire: «Attendez, ça va, il y a trop de réglementations, ça nous bloque», voilà, et cetera. Les droits de lobbyistes vont vous dire: «Il y en a, enfin, ou peut-être eux aussi d'ailleurs, il y en a trop pour eux». Et puis il y a le citoyen qui se dit: «Il y en a peut-être pas assez parce que j'aimerais être encore plus protégé». Alors, Comment est-ce qu'on fait, maître, là-dedans? D'abord, je vais vous répondre. D'abord, il faut constater un décalage un petit peu, sans faire du populisme, entre ce que pense la population et ce que penseraient nos élites. Alors, C'est ça. élites entre guillemets. Et il y a eu un sondage dont la qualité est contestée par personne, qui a affirmé que 71% des Français étaient pour la vidéoprotection, la vidéosurveillance et tous les systèmes comme ceux que vous faites, monsieur. Et donc, par contre, quand on reprend les travaux parlementaires, les auditions des différentes commissions, ben, on a un décalage fondamental entre ce que souhaite la population et ce sur quoi on travaille. Alors, je reviens maintenant, si vous me laissez un petit peu de temps, sur les évolutions juridiques. Et à mon avis, on est à un tournant dans l'évolution juridique qui montre que la vidéoprotection, la vidéosurveillance rentre dans les mœurs. Alors, le premier tournant, c'est il y a une loi importante que beaucoup connaissent, le 25 mai 2021, qui a tenté d'autoriser les drones pour surveiller la voie publique. Oui. Et tout le monde le connaît. Et la loi a été retoquée sur ce point-là dans le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, quand il retoque une loi, le fait de façon assez intelligente en disant si vous aviez mis ci, ça et ça, on aurait accepté la loi. Et donc, il y a eu une session de rattrapage en 2022, où j'ai oublié la date de la loi, où on a autorisé les drones. Et si vous avez ouvert des journaux ce week-end, avec toutes les manifestations du 8 mai, du 1er mai, etc., vous avez eu des litiges concernant l'utilisation des drones. Mais ce qui veut bien dire maintenant que ça s'utilise. Oui. Et puis la deuxième étape auquel vous avez fait allusion, c'est la loi JO. Et la loi JO, bon, l'étape extrêmement importante, c'est que on considère que l'intelligence artificielle est normale, utile et doit être et on doit y recourir pour un certain nombre d'activités. Alors, on a une période transitoire pour les JO qui est jusqu'au 31 mars 2025. Donc, c'est au-delà de la période JO. Et donc, on va avoir la possibilité d'utiliser des caméras augmentées. Alors, il y a une restriction importante qui est tout ce qui est reconnaissance faciale. Pour le moment, il y a un tabou dans cette loi, pas de reconnaissance faciale. Alors, je pense que ça va évoluer parce que vous avez eu, alors c'est le 12 ou 15 avril, je ne sais plus quelle est la date exactement, un rapport de 2 députés qui sont Philippe Gosselin et Philippe Latombe sur justement l'évolution
du droit de la vidéoprotection. Oui. Et alors, bon, je connais mal Philippe Latombe, mais je connais bien Philippe Gosselin. Philippe Gosselin, c'est un représentant, c'est l'ancien représentant du Parlement à la CNIL. Donc, c'est un député sensible à tout ce qui est vie privée, données personnelles, etc., qui a fait un rapport sur la vidéoprotection et qui offre, à mon avis, beaucoup d'opportunités aux professionnels. Alors, le seul petit regret que j'ai dans le rapport, qui est, à mon avis, plutôt bon, c'est les personnes qui ont été entendues. Alors, ils ont fait un super boulot, ils ont entendu des tas de personnes, mais je trouve que les donneurs d'ordre et les professionnels, comme la Société du Richebourg, ont peu été entendus, ce qui est dommage. Et puis, j'aurais bien aimé, mais si on pousse un petit peu plus loin, c'est qu'une association de victimes ait été entendue Bien sûr. et on aurait pu dire, une victime aurait pu dire, tiens, bah, moi, je me serais peut-être pas fait agresser, violer, etc., s'il y avait eu de la vidéoprotection, de la Oui. vidéosurveillance. Et puis, je vais aller très, très vite, Nicolas. Et le dernier point, c'est, savez-vous de quoi débat le Parlement européen aujourd'hui, 11 mai 2023? Eh ben, il débat de la réglementation de l'intelligence artificielle. Et au cœur des débats, eh bien, il y a bien entendu tous les surveillances de reconnaissance faciale et tous les outils qui sont utiles à des professionnels comme vous. Donc beaucoup d'enjeux et beaucoup de choses se jouent dans cette période, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on répond à ce que l'on entend depuis toujours? C'est la meilleure manière de se protéger du fameux Big Brother, puisque ça fait peur à tout le monde. On pense être surveillé en permanence. Mais cette question-là me rappelle que dans mes débuts de journaliste, il y a presque 30 ans, les émissions que j'animais déjà à l'époque à France Télévisions, je me souviens avoir fait une émission fin des années 90 en disant on est tous fichés, on est tous surveillés. Je suis ridicule 30 ans plus tard en me disant mais évidemment c'est le quotidien. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui, depuis toujours, ont peur d'être surveillés en permanence? Ah, alors, d'abord, je ne pense pas qu'on soit dans un phénomène Big Brother. Je pense qu'on est plutôt dans un phénomène Small Brothers, donc au Ah, pluriel. petit frère. Voilà, c'est un ensemble de petits frères, ce qui veut dire que c'est tout à fait fragmenté. Et lorsqu'on vous pose ce type de questions, ça met en fait un débat qui est sur la place publique, qui est un faux débat, qui est un débat en disant on oppose sécurité et liberté. Et à mon avis, le débat, il est très mal posé. Est-ce que vous connaissez une liberté sans sécurité? Ben, moi, j'en connais pas. Ou citez-moi des exemples, je vous serais reconnaissant. Hmm. La réponse est très claire. Merci beaucoup pour ça. Je reviens à Dominique sur quelques questions et puis on va revenir évidemment sur tous ces sujets, mais on va continuer un peu dans tout ce dont on se parle sur notamment la place de l'algorithmie et la place algorithmique dans la sécurité et notamment dans la vidéosurveillance. Racontez-nous en fait ce qui se passe justement derrière ces petits neurones électroniques. Oui, alors donc l'algorithmie, c'est pour le temps réel la seule possibilité de travailler sérieusement. Oui. On sait bien qu'avec 12 moniteurs, au-delà, on manque un crime de sang. Donc, Ouais. quand on a 1000 caméras, 10 000 caméras, s'il n'y a pas étage 1 de la fusée, de Ouais. l'algorithme qui mouline bêtement, QI3, comme je dis, hein, on n'a pas besoin, ça bouge, ça hurle, c'est tombé au sol. Moi, caméra 1280, je pense qu'on a un truc. C'est ça. Et on affiche. Ouais. Ça, c'est le nouveau fonctionnement indispensable, étage 1, Ouais. l'algorithmie, pour qu'ensuite, il y ait un étage 2 humain, systématiquement. Et ça, il y a des philosophes hein, sur le sujet. Oui, C'est oui. à quand le drone tueur qui prend la décision seul? Non, non, le drone, il va, mais la gâchette, c'est toujours un humain derrière qui dit « Ah non, mais là, il y a des enfants à côté. » Enfin, vous voyez ce que je veux Bien dire? sûr. C'est un véritable souci. Donc, ayez ça en mémoire. Étage 1, on a besoin d'algorithmie. Et étage 2, un humain pour prendre la décision et engager des moyens d'intervention, etc. J'aimerais revenir à votre question de tout à l'heure. Avons-nous besoin de plus de cadrage juridique? Et pour moi, la réponse est oui. Parce que je vais vous expliquer quand même ce qui bloque côté CNIL depuis toujours, c'est ce qu'on appelle le droit à l'opposition. Oui. Ça tient en une ligne. C'est-à-dire que sur votre téléphone, lorsque vous avez enclenché Face ID pour ouvrir votre téléphone, vous n'avez pas lu les 93 pages en Arial 2, etc. Mais vous avez cliqué OK. Bien sûr. Certains ne le font pas en disant non, non, moi, je ne veux pas être reconnu par Apple. Bon. Mais vous avez appuyé sur OK. D'accord? Et au sein d'une enceinte privée, pour ouvrir la porte là-bas, on peut très bien aussi, avec la DRH, signer le papier le jour de l'entretien individuel, de dire moi, je veux bien être reconnu. Donc, je signe, je donne mon accord pour être reconnu par cette caméra-là pour que la porte s'ouvre. J'ai donné mon OK. Ben, par définition de l'espace public où nous circulons librement, il est impossible de recueillir le consentement de 70 millions de Français
Comme quoi, quand j'arrive dans Créteil, la caméra commence à faire tourner l'algorithme, je n'ai pas donné mon accord. Oui. Donc la CNIL, aujourd'hui, est capable de désinstaller 100% de toute installation algorithmique qui travaille dans l'espace public. Le problème, il est là. Et donc, on comprend bien, on marche sur la tête. Chef, à un moment donné, les stupes, les meurtres et tout ça, il faut bien Bien qu'on sûr. puisse travailler. Et mon étage 1, il est clé, continuum de sécurité, temps réel, je rembobine tout depuis le début. Ouais. Donc, il faut une loi. Et cette loi, nous sommes en train de la faire. Donc, je rejoins à 100% ce que dit Thibault. Il y a 3 points qu'il va falloir que vous suiviez. Nous, à N2V, ça va être l'actualité 2023. Toutes les réunions vont en parler. 1, loi JOP, article 6, refonte du CSI, article 7 de l'IA pour les JO. 1, JOP. 2, le rapport du 12 avril de mémoire, Gosselin-Latombe, sur 41 propositions d'évolution pour la loi nationale hors grands événements des JO. Oui. Donc la loi nationale. Donc 2, la loi nationale. Oui. Et 3, l'AIA Act, l'Europe qui bosse sur ces sujets. Et par définition, en 2024 et plus, sur les 10 prochaines années, vous allez devoir aligner ces 3 lunes pour faire qu'il y ait un magma juridique correct, où on sorte de cette zone grise, où tout est interdit, sauf si c'est fait dans un bon état d'esprit. C'est comme Bien ça sûr. qu'on fait aujourd'hui. Droit d'opposition, on peut tout interdire. Ouais, mais bon, je regarde si une personne est tombée au sol, elle est en train de mourir, crise cardiaque, quand même, c'est utile. Bon, allez, on va dire, je ne l'ai pas vu. C'est pas du boulot, ça. C'est ce que j'appelle à la française, je roule à 137 et ça passe. Oui, Je c'est ne vais ça. pas flasher. Donc, c'est pas bon, ça. Donc, on est tout en zone gris foncé. 100% de nos dossiers sont en zone gris foncé. On veut avoir du noir. Non, ça, c'est interdit. Je vais vous donner un exemple. Reconnaissance faciale pour discriminer des races de personnes. Ça, c'est dit en toutes lettres à un moment donné. Oui. Oui, je vais essayer de faire 2 colonnes. Allez, faut savoir que des constructeurs chinois ont fait un filtre qui fonctionne très bien à plus de 99% de reconnaissance sur, vous allez trouver le pays assez vite, il est ouïghour ou il n'est pas ouïghour. Oui. Intéressant comme soft. Bien sûr. Vous demandez à la machine, elle le fait. Vous mettez 1 million de Ouïghours, 1 million de pas Ouïghours, vous apprenez à la machine, elle continue à faire les 2 colonnes. Bon, vous voyez ce que je veux dire, les dérives en France, tout ça. Donc, on va avoir des zones noires, mais noires, non, une caméra raciste, hors de question. Par contre, je souhaite avoir des zones blanches où j'y vais sans insécurité juridique, parce que c'est ça Ouais. notre souci. Et ça va être centré autour de la CNIL, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, la CNIL revient au centre du village. Ça pose la question, mais très rapidement, Dominique, sur les grandes tendances de l'analyse de données, justement par l'intelligence artificielle. La loi, on voit bien le temps que ça prend, le lobbying que vous faites, qui est utile, etc. Ça, c'est un temps long, certainement très chiant, parce qu'il faut que les choses... Super intéressant. Mais certainement. En revanche, la techno ne vous attend pas. Et Non, la techno avance. L'analyse de données, en fait, évolue en permanence avec l'intelligence Donc artificielle. voilà, la clé de voûte, c'est le traitement de la donnée. Et précisément, et c'est là où on retombe sur le juridique, sur le RGPD, ça a déjà un nom tout ça. Il faut qu'on soit RGPD hors droit d'opposition. À un moment donné, il faut qu'on ait le droit quand même de faire sans le consentement du citoyen. Avec, comme on dit, des IA éthiquement viables au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire que oui, sur une personne qui se fait tabasser à 4 contre 1, on lance le filtre. Oui, ça, on peut cocher. Donc, moi, j'ai besoin de 2 colonnes, noir ou blanc. Ça on fait, ça on fait pas. Donc, le traitement de données à caractère personnel, tiens, ça c'est du verbiage RGPD, c'est de la CNIL. Étude d'impact, je lance tel filtre, quel va être l'impact sur les données, où va aller la donnée, qui va pouvoir la lire, où est-ce qu'elle va être stockée, combien de temps elle va être stockée, droit à l'oubli, mais tout ça on connaît déjà, ça s'appelle RGPD. Il faut retranscrire un petit peu tout cela sur notre sauce, et dès lors qu'on l'aura avec cet alignement des 3 lunes, loi JOP, loi nationale et AIA Act, on a 10 ans de boulot pour dire allez à fond. Et c'est pour ça que 22 a fait sa levée de fonds. Ça y est, ils ont compris que c'était parti, quoi. Les investisseurs. Je vais demander à l'avocat et ensuite à Patrick, mais maître du manoir, on est en train de parler d'une intelligence artificielle éthique. C'est possible? Alors, il y a énormément de réflexions qui sont sur l'éthique et l'intelligence artificielle, et c'est au confin de ce qui se discute, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui à Bruxelles. Alors, en fait, dans la proposition de règlement européen qui est en train d'être discutée, il y a des systèmes les systèmes d'IA sont classés en 3 ou 4 catégories. Et premier système, c'est les systèmes interdits.
Et l'exemple qui est cité des systèmes interdits, c'est les systèmes de notation à la chinoise. Par exemple, c'est ce que les Ouïghours, etc. Enfin, la notation sociale à la chinoise, et c'est tout à fait normal. Alors, il y a d'autres exemples. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui sont les systèmes à haut risque. Alors, en disant, c'est à haut risque sur ce qui est vie privée, données personnelles, dictature, enfin, tout ce que vous voulez. Et la question s'est posée, comment peut-on définir un système à haut risque? En disant, pourquoi tel système sera à haut risque et pas tel autre système? Et en fait, il y a eu une espèce de pirouette dans la réglementation européenne qui a été de dire, bah, comme on n'arrive pas à les définir, alors c'est pas dit aussi clairement, on va faire une liste, et c'est l'annexe 3 du règlement qui est en préparation, où on vous définit un certain nombre de décisions, enfin de systèmes d'IA qui sont à haut risque. Et après, vous avez un encadrement de ces systèmes qui est un peu un esprit RGPD. On fait une étude d'impact, on regarde s'il y a des consentements, etc. Enfin, bon, des trucs. Et ça va toucher toutes les entreprises, surtout dans le secteur de la sécurité privée. Et je pense que les entreprises doivent se préparer ou commencer à réfléchir là-dessus en disant, bah, quand la réglementation européenne tombera, eh bien, bah, il faut qu'on soit préparé. Oui. Et vous avez des dates d'application. Alors, comme il y a eu énormément de débats autour de ce règlement européen, ça serait probablement fin 2025 ou 2026, mais ça va très vite venir. Alors, dans l'attente de cette réglementation, et je vais répondre à votre question, Nicolas, il y a pas mal de réflexions en se disant, mais après tout, est-ce que notre système va répondre aux conditions, etc. Et ça a été regroupé autour de la notion d'éthique de l'IA ou de la réglementation de l'IA. Alors, je vais prendre un exemple que je sors parce que c'est plus simple du contexte de sécurité privée. C'est dans les systèmes à haut risque, il y a tous les systèmes de gestion du personnel au sein d'une entreprise, de l'IA. Et si je fais des analyses automatiques de profil, qu'est-ce que j'admets? Alors, pour apprécier donc l'éthique d'un système d'IA, il y a à mon avis plusieurs volets. Alors, le premier volet, c'est le choix des données d'entraînement. En disant, quand je vais développer mon système d'IA, bah, il va falloir que je mette des données pour essayer, tester, etc. Et si je reste dans l'exemple des logiciels de gestion du personnel, est-ce que je dois retenir des éléments comme le sexe, monsieur, madame? Et puis, si je décide de les éliminer dans ma base de données qui me sert de test, à ce moment-là, je vais avoir ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est de dire, mais si je laisse aussi les prénoms, bah, peut-être qu'on va dire que Isabelle, il y a des fortes chances que ça soit une femme. Et donc, il faut peut-être que je supprime les prénoms, etc. Donc, dans la réflexion de l'IA éthique, il y a donc ce choix de données d'entraînement avec qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je supprime. Et puis, le deuxième élément, c'est le logiciel qui va mouliner, l'algorithme, qui est qu'est-ce qu'il y a d'éthique et qu'est-ce que je peux lui demander ou pas demander. Avec une grande difficulté majeure, qui sont les systèmes auto-apprenants. Vous Oui. savez, le logiciel Il se nourrit lui-même, oui. voilà, il se nourrit lui-même et il change les règles d'application. Et on raconte en ce qui concerne, parce que la problématique se pose sur les réseaux sociaux, en disant quelle information vous communiquez, si vous êtes sur Facebook, Insta, TikTok, quand on vous présente quelque chose, d'où ça vient. Et alors, Facebook aurait répondu, on n'est plus capable, nous, d'analyser pourquoi une information est proposée, parce que comme c'est des algorithmes auto-apprenants, eh bien, on ne connaît plus les règles. C'est ça. Et Facebook aurait même développé des algorithmes pour analyser leurs propres algorithmes et essayer de comprendre comment ils marchent. Alors, j'ai entendu deux versions là-dessus, et en disant c'est vrai, c'est pas vrai. Et je vous cite cet exemple-là parce que c'est pour vous montrer la complexité de définir ce qu'est l'éthique de l'IA. Bien sûr. Mais à mon avis, toutes les entreprises doivent passer par là. Et puis, pour moi, c'est même un argument de vente de dire mon IA ou ma façon de procéder avec l'IA est éthique, et donc c'est un plus pour mon produit. Est-ce que le rythme, on va dire, du législateur français, qui est très protecteur, est-ce que c'est pas un frein aussi à l'évolution des métiers des femmes et des hommes qui sont devant vous? Parce qu'aussi au quotidien, ils ont des clients qui leur demandent, bah, d'avancer, d'aller beaucoup plus vite, Agostino, Boris ont besoin, d'être ultra réactifs à la seconde sur ce qui se passe. Est-ce que la France qui est un pays super protecteur, super intéressant pour ça, c'est pas aussi un peu le balancier, ça contrebalance pas, Alors, en fait, il y a eu longtemps une inertie. Mais si je prends les
pas la progression qui a été faite depuis 2021-2022, on a franchi des distances qu'on n'avait jamais franchies. Alors, le mouvement va s'accélérer avec l'Europe. Et puis, est-ce qu'il sera freiné après? Je ne sais pas. On n'est pas à la traîne de nos voisins européens. J'ai pas le sentiment qu'on soit à la traîne de nos voisins européens. Alors, Patrick Oui. dira un petit mot. Mais pour moi, il y a les JO dont tout le monde parle et vous connaissez bien, ça a été un tournant. Il y a eu un appel d'offres qui a concerné la sécurité humaine. Et sur les 15 plus grandes boîtes françaises, il y en a que 3 qui ont répondu. Il y a un certain nombre de facteurs, bon, ce n'est pas l'objet du débat, mais ça montre qu'on est obligé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'aller vers la sécurité électronique et on ne pourra pas s'en passer. Bien sûr. Pour votre sécurité, il vaut mieux qu'on donne le micro à Patrick parce que je sens que ça boue. Patrick, pour répondre à ces sujets, j'avais une question de journaliste pas très claire, hein, vous avez bien compris, mais c'est pas grave, c'est mon métier. Sur ce sujet-là, notamment, ce législateur français est-il un frein? Ah ben complètement, puisque on voit quand même que la sécurité, enfin les entreprises françaises de sécurité sont vraiment à la traîne. Plus exactement, il y en a qui sont très en avance sur le plan du concept, de l'innovation, mais on ne voit pas des leaders mondiaux émerger. Il faut savoir quand même que tous les leaders de la sécurité en France, français, je veux dire un capitaux français, ont tous été rachetés dans les années 90. Donc déjà, c'est éliminé de la mondialisation qui était en train de se faire à ce moment-là. C'est pas le cas de la maison qui nous héberge aujourd'hui, donc c'est bien. Voilà. Non, dans les années 90, il y a eu les deux leaders français de la télésurveillance qui ont été rachetés, le leader de la sécurité incendie, le leader du gardiennage, enfin bref, tous ceux qui avaient une position dominante, qui avaient même des parts de marché un peu à l'extérieur, ont tous été rachetés par des sociétés américaines, européennes, etc. Alors aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont lancés. Alors bien sûr, on peut parler de grands groupes comme Thales, Safran, qui sont dans d'autres métiers et qui ont aussi une partie qui est liée à la sécurité privée, sécurité électronique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans les nouvelles technologies, et c'est tout à fait nouveau, il y a des startups. Parce qu'avant, ça n'existait pas, les startups dans la sécurité. Hein. Dans les années 2000, 2010, il n'y avait pas de startups. Ouais. Maintenant, il y en a plein. Il y en a plein, simplement, elles arrivent peut-être un peu tard, parce que pendant ce temps-là, il y a des leaders américains, israéliens, chinois, par exemple, dans tout ce qui est intelligence artificielle dans la sécurité. Bah, on a des très bonnes pépites, mais des startups. Ce qui est rassurant chez De Richebourg Technologies, ce qui est rassurant, c'est justement d'être avec une entreprise aussi installée, aussi construite, parce qu'on a aussi besoin d'être rassuré par la structure plutôt qu'une start-up un peu rigolote, sympa sur Internet, mais dont je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça nous dit, Patrick, de la sécurité dans 10 ans, justement, toutes ces évolutions? Alors, on a beaucoup parlé de sécurité électronique aujourd'hui. Il faut savoir que c'est, depuis peu, la moitié du chiffre d'affaires de la profession. Il y a 10 ans, c'était 47% la sécurité électronique, c'est-à-dire télésurveillance, alarme, contrôle d'accès, vidéo, tout ça. Cyber, drone et machin. Tout ça, c'était 47% il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 53%. Nous, on estime que dans 10 ans, ça sera 65% et que ça ira pas plus haut. D'accord, il y a un plafond, oui. Ben oui, parce qu'on aura toujours besoin d'agents de sécurité qui intégreront des nouvelles technologies, mais ce sera toujours des agents de sécurité. Il y aura toujours de la sécurité mécanique, c'est-à-dire la serrurerie, de la sécurité incendie avec des véhicules et des extincteurs, mais là aussi peut-être connecté. En fait, on le voit bien depuis quelques années, toute la société se digitalise, ben la sécurité aussi va se digitaliser, est en train de se digitaliser, et on voit par exemple des chaussures de sécurité connectées qui permettent de détecter si l'agent fait un malaise ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va aller dans une digitalisation pour tous les métiers de la sécurité, aussi bien donc la serrurerie que le gardiennage, évidemment, hein, qui va intégrer des nouvelles technologies, qui est déjà en train de le faire. Ça a été un aspect qui s'est manifesté, je pense, depuis la crise Covid, où on s'est aperçu que les agents de sécurité avaient du mal de se déplacer, parce qu'il n'y avait plus de transport. Hein. Donc, il valait mieux avoir des caméras qui, de toute façon, étaient là pendant la crise Covid. Une des tendances aussi, je crois, c'est qu'on va donner de
plus en plus de missions aux agents de sécurité. D'accord. On l'a vu pendant la crise Covid, par exemple, hein, où ils étaient en charge de contrôler les passeports, j'allais dire, les documents sanitaires, contrôler aussi les jauges des sites. On l'a vu, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, qu'on leur a demandé de confisquer des sifflets et des petits panneaux rouges au Stade de France. Hein. C'était une mission qu'ils n'avaient jamais eu à faire. Hein. Oui, oui. Voilà, moi je pense qu'on va arriver, mais ça dépend beaucoup de la juridiction, il va y avoir de la sécurité privée sur les voies publiques, ce qui est rigoureusement interdit aujourd'hui. Hein. Les agents de sécurité n'ont pas le droit d'être sur la voie publique, mais je pense que petit à petit, c'est en train de se faire, puisque par exemple, on voit des agents de sécurité dans les systèmes de transport, dans les gares, etc., aux abords quelquefois de certains magasins, et je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Il va y avoir de plus en plus de missions pour eux, et il va y avoir aussi beaucoup d'applications liées aux technologies qui vont permettre de nouveaux services aussi. Ça doit nous rassurer sur l'évolution des garde-fous pour les futures attaques sur des centrales nucléaires, sur des hôpitaux, par exemple. Je parle d'attaques cyber, notamment, évidemment, ou d'autres qui vous concernent au quotidien. Mais est-ce que ces garde-fous aussi évoluent et sont... Alors moi, je vais vous parler d'un sujet qui est plus d'actualité, heureusement. Oui. Mais il n'y a pas que la cyber hein, qui peut attaquer une centrale nucléaire. Oui, bien sûr. Moi j'ai un exemple. C'est d'une société de gardiennage qui avait, il y a, on pourrait dire, 15 ans, la responsabilité de surveiller une centrale nucléaire. Vous savez qui c'était, cette société de gardiennage? Je ne donnerai pas le nom, mais vous savez... Ne me posez pas la question. Voilà. Mais donc, les capitaux étaient détenus par l'Iran. Ah tiens, Voilà. intéressant. Donc, on peut se poser la question, effectivement, des contrôles qu'il peut y avoir sur les sociétés de sécurité aussi. Hein. C'est clair. Voilà. Je voudrais, avant de laisser la parole à la salle et des questions que vous pourrez poser ou des témoignages que vous souhaiterez apporter, terminer sur une question. Alors, j'ai des idées reçues, hein, j'en ai fait mon métier, mais juste un truc, est-ce que vous me dites, vous, des idées reçues que je peux avoir sur l'humain dans la surveillance, dans les sociétés? J'ai souvent entendu dire que ça pouvait être des repris de justice, des types pas très réglo qui pouvaient un peu marcher sur la ligne et puis qui venaient de je ne sais pas trop où, etc. Vous pouvez m'en coller une en retour. Est-ce que la sécurité en France est vraiment clean? Est-ce qu'elle est devenue vraiment clean? Ou est-ce que je raconte des bêtises? Alors, moi, je peux vous donner des chiffres précis, puisqu'on fait des chiffres sur... Bah, allez-y, ça m'arrange. Voilà. Alors, je dirais que dans la sécurité électronique, la sécurité incendie, la cybersécurité, il y a des voyous comme il y en a dans l'agroalimentaire, l'automobile, etc. Hein. La politique, Donc, ouais. ça ne se distingue pas d'autres secteurs. Et en général, ce sont quand même des sociétés honnêtes, on peut le dire. Alors, il y a un cas particulier, c'est le gardiennage. Alors, dans les sociétés de gardiennage, je ne l'ai pas dit, mais il y a une surpopulation qui est complètement anachronique. Il y a plusieurs milliers, je dirais 8 000 sociétés de gardiennage en France. Je dis gardiennage parce que c'est le terme officiel. Oui, hein. bien On sûr. dit surveillance humaine, moi je dis gardiennage, Oui, le oui. terme officiel. Dans les appels d'offres, on parle de gardiennage. Oui. Bref, dans le gardiennage, il y a d'abord le CNAPS qui a été créé de mémoire en 2012. Hein. Donc avant, il n'y avait rien. Et vous savez combien il y avait de procès pour fraude dans les sociétés de gardiennage avant 2012? Une par 2-3 ans. D'accord. Donc il n'y avait aucun contrôle sur cette profession. Il y a eu vraiment des mauvaises habitudes qui ont été prises. Donc depuis 10 ans, ça s'organise? Oui, plus ou moins. Ou ça se régule, oui. Plus ou moins, parce que effectivement, il y a des voyous qui disparaissent, mais il y en a aussi qui se créent, qui créent leur entreprise. Nous, on a des chiffres. Donc, on avait fait une étude, c'était, je crois, en 2019, où on avait dit, on avait fait une enquête assez approfondie là-dessus. On a dit que dans le gardiennage, il y avait 25% des sociétés qui étaient en marge de la loi d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire payer les gens au noir, pas déclarer, enfin bref. Quand j'ai publié ça, tout le monde m'est tombé dessus, mais vous décrédibilisez la profession, c'est un scandale, qui vous êtes, etc. Ça m'a fait rire, parce que 1 an après, il y a une étude de l'URSSAF qui a fait une étude justement sur la moralité de la profession dans le gardiennage, la surveillance humaine, etc. Et vous savez combien il y avait de voyous? Ils ont trouvé 29%. Ah ben voilà. Donc j'étais en retrait. En plus,
Un mot Voilà. de- Alors, juste, Là-dessus, si je ouais. peux me permettre, c'est 29% des entreprises. Ça ne veut pas dire. Bien sûr, Voilà. Et on voit quand même que les voyous, ils sont plutôt dans les petites. évidemment. Hein, et donc, bon, il y en a eu un ou deux quand même parmi des grosses Oui. entreprises, mais c'est quantitatif. Hein. C'est pas 25% du chiffre d'affaires du gardiennage. Il faut quand même moduler ça. Hein. Et on n'est pas là pour ostraciser qui que ce Oui, soit, oui, et oui. c'est dans tous les secteurs, dans plein de Voilà. sociétés, évidemment. Mettre en regard là-dessus, puis ensuite, Dominique, sur un secteur qui devient de plus en plus clean. Je pense, comme ça vient d'être souligné, qu'il faut raisonner à deux niveaux. Au niveau des entreprises et puis au niveau des agents qui sont accrédités ou non par le CNAPS. Alors, il y a une volonté de la part de la profession, de tout ce qui est, au moins de certains professionnels de la sécurité électronique, de dire, bah, la manière dont on surveille les sociétés de sécurité privée, en gardiennage, pour reprendre l'expression de Patrick que j'aime pas, eh bien, il faudrait qu'il y ait un contrôle sur tous les installateurs, tous ceux qui mettent en place des systèmes d'alarme, etc. Alors, c'est un sujet qui est un peu comme le monstre du Loch Ness, qui revient là-dessus. Ouais, voilà, mais Vous avez des installateurs dans la salle. Hein, vous non, allez, mais oui. alors, après, donc, eh ben, il y a l'association professionnelle qui est présidée par Patrick Lanzafarme, c'est le GPMSE. Peut-être certains d'entre vous en font partie et poussent beaucoup dans ce sens-là, en disant, bah, c'est vrai que si j'installe un système d'alarme ou un système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, et si je suis pas agréé, bah, je peux laisser des backdoors, n'importe quoi, et Bien puis sûr. mettre à temps. Donc, alors, pas entendu parler de délits poursuivis à ce titre-là. Oui. Mais donc, il y a tout un débat qui est en disant, pour réglementer, là, tu veux dire un mot? Oui, Dominique a réagi là-dessus et ensuite je prends les questions de la salle. Justement, tu as introduit ce que je voulais dire. C'est-à-dire que pour moi, sur le gardiennage, il y a un avant et un après le CNAPS. Le CNAPS a vraiment été créé pour ça, parce que c'était le bazar, il n'y avait pas d'ordre, au sens ordre des pharmaciens, ordre des médecins. Ben, sur la sécurité, il n'y avait rien. Et effectivement, je vais rebondir sur ce que tu disais. Finalement, le pauvre gars qui est devant la FNAC avec l'oreillette, il est plutôt bien cadré. Oui. C'est sans doute perfectible, mais c'est plutôt bien cadré. Par contre, le gars qui est en haut de l'échelle dans une banque et qui a les plans PDF qui traînent par terre dans son Mac, Bah oui. là-dessus, il n'y a presque rien. Et effectivement, donc c'est une initiative A4, GPMSE, Anitech, GES et A2V, où c'est le thème. On cherche à professionnaliser finalement Bien sûr. le monde de la sécurité électronique. Et on est en train d'écrire des propositions parce que tout simplement, la première question qui a été posée, c'est quel périmètre? Agent de sécurité privée, on sait ce que c'est. Mais typiquement, sur la sécurité privée, chez vous, ben, typiquement, vous avez un bureau d'études. Donc, Pierre Durand, qui travaille avec les plans PDF de votre client, et puis qui veut travailler le soir chez lui, fait une clé USB et ça part chez lui, c'est bien, c'est pas bien. Ben non, là, c'est pas bien ce que je viens de dire. Donc, les bureaux d'études, la profession bureau d'études tout court, assistance à la maîtrise d'ouvrage, n'est pas régulée. Vous êtes garçon boucher le lundi et le mardi, vous êtes ingénieur en vidéoprotection. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas pour un médecin, pharmacien, etc. Donc la problématique du périmètre, bureau d'études, et on en est là. Et soit c'est petit, on travaille avec effectivement Patrick Lanzafame, soit c'est 90 000 personnes, soit c'est très vite 500 000. Et oui. Et là, on nous dit, non mais arrêtez, on ne va pas contrôler 500 000 personnes Ah, si. au CNAPS. Et puis, est-ce que c'est le CNAPS ou autre chose? Donc effectivement, c'est une difficulté. Mais il faut y aller. Alors, je reprends la parole parce que Dominique m'a presque piqué le micro. Là, on a vu tout ce qui était sécurité électronique. Bon, on voit que la sécurité humaine, c'est à peu près réglé. Il y a eu, je pense, aussi des grands problèmes. Mais il y a une problématique qui, à mon avis, pas résolue, c'est celle des donneurs d'ordre publics. Donc, quand vous voyez des donneurs d'ordre publics qui achètent des prestations de surveillance humaine à 17 € de l'heure, ça veut dire qu'au final, la société, il y aura peut-être de la sous-traitance en cascade, même si maintenant c'est réglementé, que la société qui exécutera ou l'individu, si c'est une personne seule, ne paiera pas son URSSAF, ne paiera pas ses impôts. Et si on doit faire une démarche, c'est peut-être vers les donneurs d'ordre publics ou les syndicats professionnels et associations professionnelles pourraient attaquer les marchés en se fondant sur le code de la sécurité intérieure qui interdit les prix bas et sur le code des marchés publics qui interdit la même chose. Bien sûr.
Voilà. Patrick, un dernier mot vraiment, parce que Oui. la salle, ouais. Oui, je voulais quand même parler des futurs leaders. Oui, Ben oui, parce qu'on n'en a pas du tout parlé et pourtant ils vont peut-être avoir une place très importante, c'est les GAFAM. Les eh oui, GAFAM sont évidemment dans la sécurité privée. bien sûr. Et pas dans la cyber, pas dans la reconnaissance faciale Pas uniquement, ouais. pour votre smartphone. Ils sont dans la sécurité électronique déjà. D'accord. Ils sont dans le contrôle d'accès, mais le contrôle d'accès physique. Oui, oui. Ils ont massivement investi dans des sociétés qui sont en pointe de la technologie, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès. Et alors, ils ont une cible, c'est plutôt le résidentiel, parce qu'ils s'occupent des particuliers. Bien sûr. Mais ils ont aussi quand même des solutions pour les professionnels. Et je pense que dans les années qui viennent, ça va être des acteurs sur lesquels il faudra compter dans cette profession-là. Et ça nous confirme, merci à tous les trois, ça nous confirme qu'il faut faire vraiment de plus en plus confiance à nos groupes français et qu'on sera d'autant plus rassuré d'être accompagné par des gens ici plutôt que par des gens à travers le monde dont on ne sait pas leurs intérêts. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette table ronde et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du Bison Podcasté.